raconte. Christophe Ondelatte. Tout l'intérêt de l'affaire que je vais vous raconter tient dans le personnage central de l'histoire, Béatrice Edouin. Une cagole de la Côte d'Azur, une caricature de cagole, blondasse, vulgaire et menteuse. En 2001, son amant est assassiné. Il s'appelait Claude Bichet. Et on s'interroge sur le rôle qu'elle a pu jouer. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire, au début, c'est du théâtre de boulevard. Un homme, une femme et une maîtresse. L'homme s'appelle Claude Bichet. Il a une entreprise de déménagement à Beau-Soleil, sur la Côte d'Azur. Il est aussi conseiller municipal. Il a une femme, Maryse, des enfants, une jolie maison avec piscine. Tout va bien. Physiquement, je vous le dis tout de suite, Claude, c'est pas Brad Pitt. N'empêche qu'un jour, une autre femme lui met le grappin dessus. Béatrice, un phénomène. Blondasse, maquillée comme un camion volé, et quand elle ouvre la bouche, une poissonnière, une cagole, vulgaire, très vulgaire, mais rigolote. Claude la rencontre à l'occasion d'un déménagement. Il en tombe raide dingue. Au début, Marie, sa femme, ne se rend pas compte qu'elle est cocu. Et puis, elle finit par comprendre. Et lui, Claude, comme beaucoup d'hommes, il voudrait les garder toutes les deux. L'une pour la raison, et l'autre pour la folie. Alors il butine de l'une à l'autre, jusqu'à ce que Maryse le somme de choisir. Et il choisit Béatrice. En vérité, il n'a pas vraiment le choix. C'est une menthe religieuse, Béatrice. C'est une tigresse. Elle le voulait pour elle toute seule, et quand elle veut quelque chose, en général, elle finit par l'avoir. Et donc adieu la jolie maison avec piscine, Claude s'installe avec Béatrice, et Maryse prend un petit appartement. Fin de l'acte 1. Dans l'acte 2, ça sent le roussi. Claude est très amoureux, mais Béatrice est invivable. Et ça commence à barder entre eux. Ça devient orageux. Claude est au bord de la lâcher. Mais Béatrice n'est pas du genre à se laisser quitter comme ça. L'orage dure 3 ans. Fin de l'acte 2. L'acte 3 débute par un coup de théâtre. On est en avril 2001. Claude a disparu. Les premiers à s'en apercevoir sont les employés de son entreprise de déménagement. Et ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Il répond pas au téléphone. C'est pas bien normal. Il faut qu'on appelle Béatrice pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais Béatrice n'a pas de nouvelles non plus. Et comment voulez-vous que je sache où il est? Le connard s'est barré. Il s'est pris un studio. Moi, j'en ai plus rien à foutre de lui. La tigresse sort les griffes. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas rentré au bercail, chez Maryse, sa femme? Il n'y est pas non plus. Et c'est elle, Maryse, bonne poire, qui signale la disparition de Claude au commissariat. La première chose que font les flics, c'est d'aller visiter le studio à Menton où Claude aurait peut-être trouvé refuge. Moi, j'ai quand même l'impression d'être chez quelqu'un qui avait l'intention de rentrer chez lui. À un moment. Regarde, la vaisselle n'est pas faite. C'est pas un type qui a fait ses valises et qui s'est tiré. C'est un type à qui il est arrivé quelque chose. Et Béatrice, alors? Est-ce qu'elle a une idée de où pourrait être Claude? Ce que je sais, moi, c'est que le 10 avril, à 15h, il avait rendez-vous avec des clients à Nice. Et ce rendez-vous l'inquiétait beaucoup. Et pourquoi donc ça l'inquiétait? Eh, j'en sais rien, moi. Mais les policiers vérifient auprès de la boîte de déménagement. Claude n'avait pas du tout rendez-vous le 10 avril à 15h. Pourquoi a-t-elle inventé cette histoire? Mais mère,
Ce que je ne vous ai pas encore dit, mais je suis sûr que vous y avez pensé, c'est que Maryse, la femme de Claude, a une idée très précise de qui est responsable de la disparition du père de ses enfants. Très précise. Mon idée, c'est que c'est elle. C'est sa poufiasse, là. Celle qui est derrière sa disparition, c'est elle. Ça, on me l'enlèvera pas de l'idée. Et donc, la famille de Claude Bichet passe à la vitesse supérieure. Elle porte plainte contre X pour assassinat. Et dans leur tête, c'est très clair. X, c'est Béatrice. Et du coup, l'enquête change de braquet. À partir de ce moment-là, les policiers pourraient très bien convoquer Béatrice et la mettre sur le grill. Mais ils préfèrent attendre d'avoir des preuves à lui coller sous le nez. Pour commencer, ils se font envoyer les relevés téléphoniques de Claude Bichet. Bon alors, j'ai regardé les appels entrants et les appels sortants du portable de Bichet. Est-ce que tu sais combien de fois elle l'a appelé à partir du moment où il l'a quitté et où il s'est pris un studio? 250 fois. Si c'est pas du harcèlement, ça. Et j'ai encore mieux. À partir du 10 avril, date à laquelle plus personne n'a de nouvelles de Bichet. Plus un appel de la cagole. Comme si elle savait qu'il ne répondrait plus. Très intéressant aussi, le témoignage d'un ami de Claude Bichet, Bruno. Faut que je vous raconte. Il y a environ 2 mois, en février, Claude m'a raconté une histoire complètement folle. Il rentrait d'une soirée bien arrosée avec Béatrice. Lui, il était bien farci à l'arrière de la voiture. C'est elle qui conduisait. Et puis à un moment, il s'est arrêté pour prendre un autostoppeur. Lui, il me raconte qu'à ce moment-là, il a émergé, qu'il en a profité pour sortir pisser. Et que là, il m'a raconté que l'autostoppeur s'est jeté sur lui et l'a cogné avec une barre de fer. Et le type aurait aussi sorti un cutter, d'après ce qu'il dit. Et il lui a entaillé le bras. Finalement, Claude lui a balancé un coup de poing. Il me dit que l'autre est tombé et qu'ils sont partis avec Béatrice à l'hôpital pour qu'il se fasse recoudre. Et quelques jours après, il m'a dit clairement, il m'a dit c'est elle, Béatrice, qui a organisé le coup. Il avait l'air d'en être totalement persuadé. Il ne l'aime pas, décidément, cette Béatrice, dans l'entourage de Claude Bichet. Et c'est pas fini. La propre sœur de Claude, Yvonne, qui vit en Suisse, a enregistré des conversations qu'elle a eues avec elle depuis que son frère a disparu. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je sais pas si t'es au courant, Yvonne, mais Claude, il s'était mis à jouer au casino. Et depuis, il avait de gros problèmes d'argent. Ah bon? Non, j'étais pas au courant. Et tu étais au courant que depuis qu'on s'était séparés et qu'il avait pris son studio, là, il faisait une grosse dépression? Ah ben non. Non, je l'ai eu au téléphone juste avant qu'il disparaisse. Ça avait l'air d'aller. Ça commence à faire beaucoup. Les policiers décident alors de placer Béatrice sur écoute. Et c'est très intéressant. Ils apprennent d'abord que l'amie s'est recasée avec un concierge de Monaco. Elle n'a pas traîné. Et ils découvrent aussi que Béatrice est dépensière. Elle achète des fringues, de l'électroménager et tout un tas de gadgets inutiles. Alors qu'elle est censée vivre d'allocation. D'où elle le tient, son argent. Les policiers le comprennent lorsqu'un jour elle appelle le journal Nice Matin. Allô? Oui, bonjour. Je voudrais faire passer une annonce, s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez me dicter le texte? Je vous écoute. Oui, Lova, L-O-V-A, propose des massages en tout genre. En tout genre, c'est ça? Oui, en tout genre. Des massages, genre tagada de soin. C'est ce que ça veut dire en tout genre, non? Ah bah oui. Et les policiers découvrent que pour ces massages, elle loue un studio sur la promenade des Anglais à Nice. La cagole est une paillasse, c'est une grue, c'est une tepue. Ça ne veut pas dire qu'elle a tué Claude Bichet, mais disons que ça complète le portrait du personnage. Une sacrée cocotte. Là-dessus, les mois passent et les policiers gardent Béatrice à l'œil et à l'oreille. Mais ils ne bougent toujours pas.
pas encore. Et puis 7 mois après la disparition de Claude Bichet, son ami Bruno revient les voir. Il a du nouveau. Figurez-vous qu'un soir, en boîte à Monaco, je suis tombé sur Béatrice. Donc on s'est mis à parler de Claude. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé. Elle m'a fait... Claude, il est mort. Je l'ai fait liquider, mais il faut que ça reste entre nous, sinon il va t'arriver des bricoles. Elle avait l'air sérieuse. J'en revenais pas. Et elle vous a dit dans quelles circonstances? Oui, attendez. Elle m'a tout raconté. Donc elle m'a dit qu'elle l'avait attiré sur les hauteurs de Menton pour soi-disant visiter une vieille maison. Qu'une fois dans la maison, 2 hommes sont arrivés. C'est elle qui les avait fait venir. Ils étaient armés. Ils l'ont fait mettre à genoux. Et que là, elle est partie. Mais que quand elle est revenue, il était mort. Et après, tenez-vous bien, elle m'a raconté qu'ils avaient découpé le corps en morceaux. Et qu'ils l'avaient cramé. Et elle vous a dit pourquoi. Pourquoi elle l'avait tué. Elle m'a parlé d'une dispute au cours de laquelle Claude lui aurait lancé une chaussure au visage, une chaussure à talons qui lui avait ouvert la lèvre. Et c'est vrai qu'elle avait une cicatrice. Incroyable récit. Mais pourquoi diable est-elle allée raconter tout ça à un ami de Claude? Elle est cinglée. Enfin, elle se doutait bien qu'il allait tout répéter. Une fois de plus, les policiers pourraient très bien aller cueillir Béatrice au saut du lit et la placer en garde à vue. Ils choisissent de se donner encore un peu de temps. Et ils mettent en place un piège assez rusé. Ils convoquent ses amis, ses proches, ils les secouent comme des pruniers et ils les laissent repartir. Et après, ils se branchent sur la ligne téléphonique de Béatrice. Oh dis donc Béa, j'ai passé un sale moment chez les flics, tu peux me croire. Ils m'ont posé 1000 questions, c'était l'horreur. Faut que tu fasses quelque chose, parce que moi je veux pas y retourner. Sinon, je vais finir par leur dire ce que tu sais. Tu comprends? Encore une qui est au parfum. Plus intéressant, toujours au téléphone, une de ses copines évoque un certain Mimi et un certain Lolo. Et coup de peau, un Lolo appelle dans la foulée. Les policiers remontent la ligne depuis laquelle il a appelé. Oh putain! Laurent Roméo, il est impliqué dans un meurtre. Il est en attente d'un procès pour homicide. Le Lolo en question est à son tour placé sur écoute. Et un jour, il appelle Michel Co. Mimi, quoi. Un Corse qui a fait 10 ans de prison pour trafic de drogue. Écoute, Mimi, moi, j'en ai plus que marre. Ou elle nous paye ce qu'elle nous doit, la drôlesse, ou alors, de toute façon, elle paiera, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle leur doit? Le prix du meurtre de Claude? Et ça vaut combien, un meurtre? Quelque temps plus tard, Béatrice, toujours sur écoute, appelle une de ses copines. Figure-toi que Michel et Laurent, ils m'ont donné un rendez-vous dans un trou pourri pas loin de Nice. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Tu sais combien ils me réclament? 200 000 francs chacun. Mais c'est pas fini. Les policiers s'aperçoivent que Michel Co, alias Mimi, appelle régulièrement un certain Jean-Jacques Gros, avec lequel il était en prison. Bon alors, je me suis rencardé sur ce Gros-là. Il habite une maison délabrée à Castellar. Moi, je me trompe peut-être, mais je me dis que c'est peut-être la maison où la cagole a amené Bichet. Auquel cas, il y a une hypothèse. C'est que le cadavre ait été enterré là-bas, dans la ferme de Gros. On est en mars 2002. Les policiers sont sur le point de les interpeller tous. Quand au téléphone, Béatrice appelle Mimi et Lolo. C'est bon, j'ai l'argent. On se donne rendez-vous dans un café à Nice à midi, le 6 mars. Ça vous va? Je ne sais pas si ça leur va, mais les flics, eux, ça leur va très bien. Ils vont les arrêter en flagrant délit. Le jour dit, le bistrot est blindé de flics. Arrive Lolo et dans la foulée Béatrice. Elle sort une enveloppe de son sac et elle la donne à Lolo. Et maintenant, ils sont sur le point de partir. Et le problème, c'est que Mimi, lui, n'est pas venu.
Quelques heures plus tard, Mimi appelle Lolo. Tout s'est bien passé? Tu as le blé? Oui, c'est bon. Oh, on peut se voir quand tu veux. Là, les flics commencent à avoir du lourd. Ils voulaient des biscuits. Eh ben les voilà avec toute une biscuiterie. Dix jours plus tard, ils sont interpellés tous les quatre et placés en garde à vue. Béatrice, dont il est temps que je vous donne le blaze, Béatrice Edouin, Mimi, Lolo et Jean-Jacques Gros, le fermier de Castellar. Bon, ne nous faisons pas trop d'illusions, hein. Ce sont des truands, ils en ont vu d'autres. Michel Co, par exemple, alias Mimi, ne décroche pas un mot. Et Laurent Roméo, alias Lolo, n'est au courant de rien. Quant à Jean-Jacques Gros, mais vous êtes fou! Je sors de prison! Et il est où mon intérêt de monter sur un coup comme ça, franchement? Alors vous me dites que peut-être ça s'est passé dans ma ferme. Ben, en tout cas, moi, j'étais pas là. Quant à Béatrice Edouin, ah ben, elle pleurniche. Oh, mais déjà que j'étais malheureuse quand je vivais avec Claude, et après que j'étais malheureuse quand il a disparu, et maintenant vous me soupçonnez, comme si j'avais pas assez de malheur. Madame Edouin, si je vous dis que dans le bureau voisin, on est en train d'interroger Michel Co et Laurent Roméo, ça suscite quoi chez vous? Officiellement, rien. Mais d'un coup, on la voit serrer les mâchoires. Elle a compris qu'elle était coincée. Et c'est elle-même qui, à un moment, dit aux flics, « Ok, je vais parler. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Michel et Laurent devaient juste donner une leçon à Claude. Comment est-ce que vous les avez rencontrés, tous les deux? J'ai rencontré Michel par une amie. Et Michel, je lui racontais que mon mec me brutalisait, et il avait l'air de me comprendre, quoi. Et quand je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, eh bien, il était d'accord. Mais d'accord pourquoi? Eh bien, pour donner une bonne correction à Claude, quoi. Rien de plus, hein. Michel, il m'a présenté Lolo, qui était OK pour faire le coup avec lui. Et moi, je devais juste attirer Claude à Castellar. Ça tombait bien, Claude, il voulait s'acheter une maison dans le coin. Alors, le 10 avril, ben, Claude, il m'a suivi en voiture jusqu'à un embranchement. Là, moi, j'ai prétexté une course urgente, et je l'ai laissé, en lui indiquant la route pour trouver la maison. Mais moi, j'y suis jamais allé, hein, dans cette maison. Moi, Claude, je pensais qu'ils allaient juste un peu le corriger. Et puis voilà. Et après, j'ai plus entendu parler de lui. Ça s'appelle des salades. Des salades niçoises. Peu importe. Les voilà tous les quatre mis en examen pour enlèvement et séquestration. Direction la maison d'arrêt. Sauf pour Jean-Jacques Gros, qui est laissé libre. L'urgence maintenant, c'est de retrouver le corps de Claude Bichet. Logiquement, il est quelque part dans la ferme de Jean-Jacques Gros à Castellar. Les policiers y vont avec des chiens. Et les chiens marquent sur un ancien poulailler. Bon, ok, on creuse. Et là, apparaît le cadavre d'un homme couché sur le dos, avec un sac sur la tête. L'ADN confirmera qu'il s'agit de Claude Bichet. Comment l'ont-ils tué? C'est le légiste qui répond à la question. Ou du classique, hein? Calibre 9 mm, une seule balle, dans la tempe. Du travail de pro. Tiré à quelle distance, docteur? Environ 1 mètre. Et selon une trajectoire descendante de 15 degrés. Trajectoire descendante? Donc, le tueur était au-dessus du mort. Et c'est impossible puisque Claude Bichet était beaucoup plus grand qu'eux. C'est donc qu'ils l'ont tué à genoux. Une exécution. Maintenant qu'on a le cadavre, est-ce que Béatrice Edouin et ses 3 porte-flingues vont passer à table? Est-ce qu'ils vont consentir à nous dire ce qui s'est passé vraiment? Eh bien non. Alors qu'on vient de les mettre en examen pour assassinat. Il y en a peut-être un qui pourrait craquer. Jean-Jacques Gros, le seul qui a été laissé libre. Le problème, c'est qu'il s'est carapaté.
Il était en cavale. Le juge qui l'a laissé libre doit s'en mordre les doigts. Un an plus tard, Jean-Jacques Gros, toujours en cavale, écrit une longue lettre au juge. Je vous dispense de la lecture. Il prétend que c'est Claude Bichet qui a sorti une arme, qu'ils ont voulu le maîtriser et que le coup est parti par accident. Et la balle, elle s'est logée par accident pile au milieu de la tempe, tête de nœud. Et puis, c'est au tour de Michel Caux, alias Mimi, d'écrire à la juge depuis sa prison. Il veut la voir. Voyons si sur ce coup-là, on va s'approcher de la vérité. Eh bien oui, c'était un piège. Béatrice, elle a fait venir Claude Bichet chez Jean-Jacques pour une correction. Et puis ça a dérapé, quoi. Gros a tiré sur Bichet et il l'a tué. La tuile, quoi. Et c'est là qu'il m'a appelé pour l'aider à faire disparaître le 4x4 de Bichet. Ce que j'ai fait. Voyez-vous, monsieur Caux, ce que je crois, moi, c'est que les 200 000 francs que Madame Édouin vous a versés correspondaient au prix d'un assassinat. Pas du tout. Après tout ça, Laura et moi, on a juste profité pour la racketter un peu. C'est tout, quoi. Ouais. Pourquoi pas? Mais ça n'explique toujours pas la balle de 9 mm bien au milieu de la tempe. En octobre 2003, fin de cavale pour Jean-Jacques Gros. Il se fait arrêter par le GIGN. Alors, monsieur Gros, est-ce qu'aujourd'hui vous allez me dire la vérité? La vérité? Eh bien, c'est que ce jour-là, il n'y avait que Lolo Roméo chez moi, à la ferme. Mimi, il n'était pas là. Et c'est Lolo qui a tué Bichet. Brrr. Cette histoire est un champ de salade. Fin 2004, le juge est sur le point de clore son instruction et de les renvoyer tous les 4 devant la cour d'assises, quand il reçoit une lettre de Michel Caux, qui lui écrit encore depuis sa prison. Et dans l'enveloppe, il y a 2 dessins très précis de la scène de crime. Il prétend que ces dessins ont été faits par Laurent Roméo, Lolo, et qu'il les lui a fait passer quand ils étaient tous les deux à la prison de Nice. On y voit un bonhomme, une arme à bout de bras, avec un angle de tir descendant marqué en pointillé en direction de la victime. Ça colle parfaitement avec les conclusions de l'autopsie et des balisticiens. Hypothèse donc, si c'est Mimi qui envoie les croquis à la juge, en disant que c'est son copain Lolo qui les a dessinés, c'est une manière de désigner Lolo comme le tueur, non? En tout cas, ça prouve au moins que Lolo était là. Et ben voilà, l'instruction est terminée. Quand il renvoie le dossier devant la cour d'assises, le juge n'a qu'une seule certitude. Ils étaient là, tous les 4. Mais qui a tiré? Ben ce sera au juré de le dire. Ah, ultime contretemps. L'instruction a été longue. Ça fait 3 ans que les loulous sont en tôle sans avoir été jugés. Au regard de la loi, c'est un peu trop. Les voilà libres tous les 4, pourvu qu'ils se présentent à l'audience. On est en janvier 2007 et les voilà tous les 4 devant la cour d'assises de Nice. Béatrice Édouin, Laurent Roméo, Michel Caux et Jean-Jacques Gros. Et d'entrée, Béatrice Édouin cherche à jouer les gentils. Elle minaude, elle roucoule. Oh ben moi, je voulais juste que Claude reçoive une bonne correction. Pour qu'il comprenne seulement qu'il ne devait pas porter la main sur moi. Sur une femme. Oh, comme c'est mignon. Elle est presque attendrissante. Une gentille petite dame. Ce qui fait bondir l'avocat de la famille Bichet. Je voudrais, monsieur le président, que vous fassiez entendre à la cour un enregistrement qui figure au dossier et qui va démontrer au jury que madame Édouin est loin d'être aussi gentille qu'elle veut nous le faire croire. Le président accepte. Sur cet enregistrement, Béatrice appelle une dame pour lui souhaiter bonne année. Au début, elle est tout miel. Bonne année, hein. Et surtout bonne
C'est le principal, hein. Mais quelques secondes plus tard, ça se gâte. Il va te faire enculer, vieille peau. La vraie Béatrice Sédouin finit toujours par tomber le masque. À part ça, les trois autres se défilent, ils se renvoient la balle. Bref, on ne sait toujours pas qui a fait quoi. L'avocat général en conclut qu'ils méritent, tous les quatre, la même peine. Je vous demande pour les quatre la même peine de 30 années de réclusion criminelle. Je vous remercie. Mais au moment du verdict, les jurés ne retiennent pas cette idée. C'est Mimi, Michel Co, qui prend la peine la plus lourde, 25 ans. Béatrice Sédouin prend 20 ans, Lolo Roméo s'en sort avec 15, et Jean-Jacques Gros avec 10. Pour les jurés, c'est clair, c'est Mimi qui a tué. Naturellement, Béatrice et Mimi font appel. Deuxième procès en mars 2009 à Aix-en-Provence. Procès au cours duquel Béatrice Sédouin est incontestablement beaucoup plus sincère. Et elle a bien fait de faire appel, puisqu'elle prend 14 ans, c'est-à-dire 6 ans de moins. Et Michel Corot aussi est gagnant, 15 ans au lieu de 25 ans. Pourquoi tant de mansuétude ? On dirait que la cour d'assises a accepté le scénario d'une bonne correction qui s'est mal terminée. À part ça, on ne sait toujours pas qui a tiré. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Maître André Bézina du barreau de Nice, vous étiez dans cette affaire l'avocat de la partie civile défendant les intérêts de la famille de Claude Bichet. On est d'accord sur la signification de ce deuxième verdict. C'est pas un verdict pour assassinat, ça? Alors, oui, on est d'accord parce qu'il y a une vérité dans le dossier qui est malheureusement incontestable, c'est que le débat a tourné lors du premier procès à Nice sur le rôle de Michel Co et de Laurent Roméo, sachant qu'il n'y avait qu'une trace de balle. Alors la balle, elle est transfixiante, c'est-à-dire que elle traverse, comme vous l'avez indiqué très justement, le crâne de Monsieur Bichet de haut en bas. Donc il était à genoux, c'est une véritable exécution. Ce que nous pensions, mais partie civile n'a qu'un rôle à cet égard d'observateur de ce dossier, mais ce que nous avons pensé, c'est que la position qui a été donnée à M. Bichet, c'est-à-dire à genoux, comme vous l'avez rappelé, est une position visant à une exécution. C'est une hypothèse, ça a toujours été qu'une hypothèse. Et le deuxième verdict dit non. Alors, le deuxième verdict, Maître Colombani, qui était l'avocat, excellent avocat de Madame Édouard, a plaidé effectivement qu'elle a toujours indiqué à 2-3 reprises qu'elle avait voulu, elle, tout simplement, donner une correction à Monsieur Bichet. Lui faire donner une correction, et ils se sont emparés de quelque chose de sordide, qui est la tarification à l'époque de ces choses-là, et on disait, dans cette procédure, on a indiqué que ce qui a été sollicité comme argent par M. Co et M. Roméo correspondait à une correction et non pas à une exécution. Toute l'ambiguïté était là, et la cour d'assises d'appel à Aix-en-Provence a certainement estimé qu'il fallait réduire les peines. Mais moi, c'est pas ça le motif d'étonnement que j'ai. Le motif d'étonnement, c'est que depuis le début de cette procédure, et le juge d'instruction l'avait clairement identifié, elle apparaît, et c'est une évidence de ce dossier, parce que sans elle, il n'y a pas la mort de Claude Bichet, c'est l'instigatrice. La commanditaire. Elle est le commanditaire. Oui, mais si vous voulez, et vous le savez comme moi, juridiquement, c'est très mal défini en matière criminelle. Oui. On estime, et c'est heureux que celui qui appuie sur la gâchette soit le plus puni. Eh bien, il y a des circonstances où, manifestement, on se rend compte que celui qui a appuyé sur la gâchette, il a été simplement téléguidé par un commanditaire, et que le commanditaire aurait dû être condamné plus que les exécutants. Vous acceptez, vous, et d'ailleurs vos clients, l'hypothèse, à l'issue de ce deuxième procès, d'une correction qui a mal tourné? Non, nous on l'accepte pas, on l'a jamais accepté. Ni Monsieur Pierre Bichet, le fils, ni les frères et sœurs de
de Claude qui était décédée, on ne l'accepte pas. Mais vous savez, nous, partie civile, c'est important, c'est qu'elle soit condamnée. Qu'elle soit condamnée et qu'elle puisse bien évidemment purger cette peine. Mais après l'analyse juridique, nous savions depuis le début qu'on avait cette ambiguïté parce que effectivement, on n'a pas de preuve qu'il s'agissait d'une volonté de sa part d'une exécution. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été exécuté par Co et Roméo, qui étaient certainement, avec leur pédigré de l'époque en tout cas, qui étaient capables, eux, d'aller au-delà de la correction qui avait été demandée. Donc toute cette ambiguïté, si vous voulez, ne pouvait pas être prouvée autrement. Quand l'avocat général réclame la même peine pour tous les quatre, ça vous séduit, ça? Puisqu'on ne sait pas qui a fait quoi. Alors, j'allais vous dire, et vous posez très bien les questions, comme l'accoutumée, je suis votre émission quand je le peux. Oui, c'est pas que ça me séduit, c'est que en la matière, ça correspond d'ailleurs à un concept juridique. Là, on est dans une association de malfaiteurs, si vous voulez. Chacun a un rôle bien défini, ils assument toutes leurs responsabilités. Et comme on ne sait pas qui a tiré, vous savez qu'on ne sait pas si c'est Co et Roméo, l'un ou l'autre qui a appuyé sur la détente lorsqu'ils ont exécuté Claude Bichet. Ils se sont renvoyés la balle pendant toute l'audience. On ne saura jamais précisément si c'est monsieur Roméo qui a tiré ou si c'est monsieur Co. Donc, je pense que, en première instance, la volonté de l'avocat général me semblait, à moi, la plus approchante. Moi, j'aurais, à titre personnel, demandé plus pour l'instigatrice et la même peine pour les trois autres si j'avais été à la place de l'avocat général, mais je ne l'étais pas, bien sûr. Ça me paraissait plus cohérent, en tout cas, que de diminuer la peine, en tout état de cause, qui a été sollicitée devant la cour d'assises d'appel à Aix-en-Provence. Donc on va parler du mobile, le mobile hypothétique de Béatrice Hédouin pour une correction ou un assassinat, puisque tout ça est un peu resté en l'air. Elle nous en offre un. Elle nous dit, il m'a frappé avec une chaussure qui avait un talon à aiguille et ça m'a fait une estafilade et c'est pour ça que je l'ai fait corriger. Vous y croyez? Ah non, pas du tout, je n'y crois pas du tout, d'autant plus que Béatrice Hédouin, ce que dans votre récit n'apparaît pas, mais je le comprends farouchement et c'est évident, Béatrice Hédouin n'en est pas à son coup d'essai avec Claude Bichet. Elle a eu avant et après, même 3 fois avant et 1 fois après, semble-t-il, des affaires similaires sans que ça amène au décès de ses anciens compagnons. Elle ne supporte pas, vous avez qualifié, je vous en félicite parce que c'est exactement le terme qui est ressorti de ce dossier, c'est une mente religieuse. C'est une femme qui a un syndrome, moi je ne suis pas psychiatre, mais qui semble être un syndrome, elle ne supporte pas d'être quittée par qui que ce soit. Il est nécessaire que ce soit elle qui prenne une décision de rupture, elle ne le supporte pas. Elle a, dans une précédente relation avec une personne citée dans la procédure, elle a fait le guet devant son appartement tous les soirs, pendant 1 mois. Elle a téléphoné à son employeur, elle a téléphoné à ce monsieur un nombre de fois incalculable. Ce qui veut dire que on a quand même des précédents avec Béatrice Hédouin. C'est une femme qui se jette sur une proie et qui ne supporte pas que la proie puisse dire quoi que ce soit. Il y a le précédent concernant Claude Bichet, oui, de l'autostoppeur qui le tape à coups de barre de fer, en plus. Oui, il y a 2 précédents. Il y a l'autostoppeur. Alors, c'est encore une fois totalement manigancé par Béatrice Hédouin qui prend le volant du véhicule un soir nuitamment, il était très tard dans la nuit, tout le monde avait bien bu si j'ai bien compris, c'est elle qui prend le volant et qui s'arrête, tout ça a été monté c'est un coup monté. Voilà, un coup monté totalement, il s'arrête pour assouvir tous un besoin naturel et c'est à ce moment-là que ce faux autostoppeur vient agresser Claude Bichet qui était un colosse, Claude Bichet, vous l'avez annoncé, c'est un déménageur de profession, mais en plus un colosse, un homme très costaud, et il s'en est sorti comme ça, et il savait que c'était elle, puisqu'il a indiqué à ses amis,
Et puis il y avait autre chose. Il avait reçu des menaces par semble-t-il, des gitans, des gens du voyage, vrai ou faux, gitans, gens du voyage. Mais il y a eu déjà 2 menaces sur Claude Bichet, des menaces parfaitement organisées par Madame Hédouin, c'est évident. Alors vous qui avez vu Béatrice Hédouin aux 2 procès, est-ce que vous avez compris pourquoi Claude Bichet s'était entiché d'elle? Elle est jolie? Alors, oui, alors l'homme que je suis pourrait vous dire, je pense que cette femme a peut-être eu à une époque un charme particulier. Vous avez indiqué ce qu'elle était, et il y a des hommes qui sont très sensibles à ces femmes voyantes, un peu provocantes, un peu provocatrices, habillées d'une façon très courte, avec les yeux très maquillés. Il y a toujours eu ça dans l'histoire du monde. Oui. Il y a toujours eu ce genre de femme. Voilà, c'est ça. Oui, elle pouvait être attirante sur le papier pour certains. Claude Bichet, à cette époque-là, entretenait des rapports avec, il ne vivait plus trop à la maison avec avec Marie, son épouse, qui n'était pas son ex-épouse. Ils avaient envisagé un modus vivendi qui était quand même très décontracté, et donc je pense que cet homme était disponible, si vous me passez cette expression, et manifestement il s'est laissé embobiner par le charme de Madame Hédouin, qui doit savoir faire en matière de charme, je pense, qui doit savoir convaincre. Mais elle gagne quoi dans tout ça? Pourquoi elle met le grappin dessus? Ben parce que Claude Bichet, c'est une personnalité quand même. Hein. Vous avez cité très justement qu'il était déménageur à Beausoleil. Beausoleil, c'est la ville qui jouxte Monaco. Une entreprise de déménagement dans ce coin, ce sont des beaux déménagements. Il y a de belles maisons dans la région, il y a de gros contrats. Claude est un homme qui travaillait beaucoup. Donc il a de l'argent. Oui, il a de l'argent. Oui, bien sûr qu'il a de l'argent. L'intérêt, il est là, il n'est pas ailleurs. Hein. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus que ça. Et alors, il y a un truc, moi, qui m'a surpris, c'est la conséquence de cette femme, parce que elle raconte à tout un tas de gens qu'elle a tué Bichet, et elle commet l'énorme bêtise alors qu'elle sait qu'elle est soupçonnée de parler au téléphone. C'est le signe, quoi, d'une bêtise, ça? Oh non, moi, je pense qu'en criminologie, on le connaît parfaitement, ça. Si vous voulez, cette femme veut trouver sa place. Sa place, elle est dans la fange, vous avez indiqué qu'elle exerçait le plus vieux métier du monde, ce qui sera confirmé à l'audience par une de ses collègues de travail, largement évoqué cette conversation téléphonique qui émane de toute cette ambiance, parce qu'elle parlait à la logeuse de la promenade des Anglais où elles exerçaient leurs activités. Et en fait, elle veut trouver une place. On est près de Monaco, on sort à Monaco le soir. On veut trouver une place. Quelle place elle va pouvoir trouver? Elle va être la maîtresse de Claude Bichet, mais elle va, si vous voulez, elle va s'accrocher à Claude Bichet d'une façon absolument incroyable, parce qu'il est effectivement en vue. Il est conseiller municipal de Beausoleil, il est juste à côté. Je pense qu'elle a besoin d'une forme de notoriété calibrée, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça m'explique pas pourquoi elle est imprudente à ce point-là, d'aller raconter à Bruno, qui est le meilleur ami ou un des amis de Bichet, pourquoi elle va lui raconter « je l'ai tué », c'est d'une imprudence dingue. Pardon, parce que Bichet est un trophée de chasse. Quand on veut être respecté dans ce milieu-là, il faut que certains sachent ce que l'on est capable de faire. D'accord. Donc il faut donner du crédit en disant, moi si on m'ennuie, elle emploie des mots plus vulgaires que ça, vous l'avez vu dans la procédure, moi si on m'ennuie, voilà ce qui arrive à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc elle a parlé à Bruno Baliana, qui était le collaborateur direct de Bichet, elle l'a révélé à son ami qui est venu témoigner devant la cour d'assises. Donc je pense au moins à 90% qu'elle avait besoin de prendre le pouvoir en disant, voilà, moi je suis capable de ça, donc j'ai ma place dans tout ça, et c'est moi qui m'occuperai de tout, qui vais régenter tout ça, etc. N'oubliez pas un épisode que vous n'avez pas relaté, mais qui était quand même très évocateur. Claude Bichet, à un moment donné, qui était totalement dépassé par les événements, qui ne voulait plus la voir, va aller dans le centre de la France avec son ex-femme, avec Maryse,
Je la connais, j'avais pas la place, mais allez-y. Ils sont partis. Elle les a poursuivis là-bas. Oui, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire que Claude est allé avec sa femme Maryse en week-end dans le centre de la France, et elle a débarqué, elle aura pourri le week-end, quoi. Ah oui, elle l'a menacé, elle les a menacés tous les deux, en lui disant qu'il rentre avec moi, etc. Ouais. Donc c'est une proie. Et Claude était devenu une proie, et elle avait besoin de Claude pour exister à cet égard, sinon elle n'existait pas. Et le mot exister dans la région de la Côte d'Azur, il peut avoir malheureusement cette dérive. Voilà. Maître Bézina, merci. C'est agréable de parler avec des gens de Nice qui savent ce qu'il y a dans la tête des truands. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.